Avril 1945. Un soldat allemand de 17 ans lance une grenade sur une patrouille américaine. La grenade n'explose pas. Ce qui se passe ensuite va changer sa vie à jamais et lui prouver que parfois, perdre est la seule façon de gagner. Hans Weber projette la grenade à travers l'air enfumé vers les soldats américains accroupis derrière le mur d'une ferme. Son cœur court contre ses côtes. Il a 17 ans. L'entraînement des jeunesses hitlériennes hurle dans sa tête. Lance, couvre-toi, avance. 3 secondes. C'est tout ce que cela devrait durer. Les Américains bondissent. Hans se jette derrière les décombres, se bouche les oreilles. Il attend l'explosion qui va déchiqueter la chair américaine, prouver qu'il est un vrai soldat, rendre son père fier. Rien. Silence. Puis, des rires américains. Hans soulève la tête au-dessus des briques brisées. 4 soldats américains sont maintenant à découvert. Ils regardent quelque chose au sol. La grenade intacte. L'un d'eux, un sergent grand et couvert de poussière, la ramasse comme on examinerait une pomme, dit quelque chose à ses hommes. Maintenant, ils fixent tous Hans. C'est fini, pense-t-il. Les films de propagande défilent dans son esprit. Les Américains torturent les enfants. Les Américains sont des monstres. Ils vont le traîner dehors. Ils vont le faire souffrir. Le sergent fait un geste comme un lanceur de baseball. Hans se baisse instinctivement. Quelque chose frappe les gravats à côté de lui. Ce n'est ni du métal, ni un explosif. C'est quelque chose de mou, enveloppé dans du papier brun. Une tablette de chocolat Hershey's. La voix du sergent résonne dans la cour criblée d'impacts de balles dans un Allemand maladroit. La tienne n'a pas marché. La nôtre est bien meilleure. Rends-toi. Hans regarde le chocolat. Puis la grenade dans la main du sergent. Puis ses propres doigts tremblants qui sentent encore le métal et la peur. Les Américains ne bougent pas. Ils attendent simplement. Le sergent lève les 2 mains, la grenade dans une, son fusil en bandoulière dans le dos. Il sourit. Vraiment, il sourit. Hans Weber ramasse le chocolat. Il sent que son poids est plus lourd que toute la propagande, mais plus léger qu'une grenade. C'est plus sucré que tout ce qu'il a goûté depuis 2 ans de ration et de mensonges. Et pour la première fois, depuis qu'il a enfilé cet uniforme 6 mois plus tôt, Hans sourit. 15 mois plus tôt, Hans Weber avait 16 ans et Berlin était en train de mourir. Des officiers des jeunesses hitlériennes, aux uniformes impeccables et aux promesses parfaites, étaient venus dans son école. La mère de Hans était morte de pneumonie et de chagrin après avoir perdu son fils aîné, Heinrich, sur le front de l'Est. Son père travaillait de nuit à l'usine. L'officier avait vu exactement ce qu'il lui fallait. Un garçon qui n'avait plus rien à perdre, qui devait tout prouver et dont les parents étaient absents aux heures d'entraînement. L'Allemagne a besoin de toi. Les Américains arrivent. Tu sais ce qu'ils font aux enfants allemands? Ce sont des criminels, libérés des prisons, des meurtriers. Ils coupent les doigts des membres des jeunesses hitlériennes et les gardent comme trophées. L'estomac de Hans se noie. Mais tu peux protéger ton père, ta maison, ton honneur. Tu peux devenir un héros comme ton frère. L'entraînement fut impitoyable. On lui apprit à lancer des grenades avec des maquettes en bois. Tire la goupille. Compte 2 secondes. Lance. Imagine le visage d'un Américain. Faible, mou, lâche. Toi, tu es plus fort. Tu es pur. Tu es allemand, répétait l'instructeur. Hans devint le meilleur lanceur de sa section. En mars 1945, les rations tombèrent à 200 grammes de pain par jour. Son père perdit 15 kilos. Les Russes étaient à 60 kilomètres de Berlin. L'unité de Hans, 30 garçons de 15 à 18 ans, reçut l'ordre de marcher vers l'ouest pour stopper l'avance américaine sur le Rhin. Ils avancèrent pendant 2 semaines à travers des villages à moitié abandonnés. Hans ne s'enfuit pas. Il n'avait nulle part où aller. Son meilleur ami, Klaus, reçut une balle en pleine poitrine près de Mannheim. Hans le soutint pendant qu'il se noyait dans son propre sang. Ses yeux étaient grands ouverts, stupéfaits à l'idée que la mort puisse vraiment les atteindre. Ce sont les Américains, pensa Hans. Ils ont tout détruit. Lorsque l'unité de Hans arriva enfin près d'un village proche de Wuppertal, il n'était plus que 11 enfants pour le défendre. Leur commandant entra un matin dans la forêt et ne revint jamais. Il ne restait à Hans que 3 grenades de type presse purée. Il les portait depuis si longtemps qu'elles semblaient être devenues le prolongement de ses bras. Il croyait à tout ce qu'on lui avait appris. Les Américains étaient des monstres. Ils le torturaient. Ils lui couperaient les doigts. Mieux valait mourir en combattant que vivre mendiant. 17 avril 1945. L'artillerie américaine réduisit le village en ruine. Hans dormit 4 heures en imaginant le gâteau au chocolat que faisait sa mère.
Il se réveilla avec un goût fantôme de sucre sur la langue. Il ne savait pas que, 70 ans plus tard, cette arme brisée serait exposée dans un musée à côté d'un papier de chocolat ayant survécu au Reich lui-même. L'aube arriva au bruit des chenilles de chars. Mais aucun char n'entra dans le village. Seulement 4 soldats américains à pied, en patrouille. Ils étaient jeunes, pas beaucoup plus âgés que lui. L'un d'eux était noir, et cela surprit tant Hans qu'il faillit lâcher sa grenade. La propagande parlait d'une armée, mélangée, mais le voix en vrai était différent. Le sergent fit signe aux autres de se disperser. Ils contrôlèrent portes et fenêtres, professionnels, détendus, mais vigilants. L'entraînement de Hans étouffa sa stupeur. Il tira la goupille. Compta. 1, 2. La grenade quitta sa main en décrivant un arc parfait. Il visa le sergent, le chef. Mais la mèche était vieille. L'humidité, ou peut-être le sabotage, l'avait abîmée. En avril 1945, même les ouvriers des usines marchaient à contre-cœur vers la mort du Reich. La grenade tomba au sol, roula, puis s'immobilisa comme une pierre déçue. 5 secondes, 10 secondes. Le sergent leva la tête, dit quelque chose en anglais. Les autres soldats éclatèrent de rire, pas d'un rire cruel, mais d'un rire soulagé. Le sergent s'approcha, ramassa la grenade, l'examina, la secoua près de son oreille comme un jouet cassé. Puis il regarda droit dans la cachette de Hans. « Sors !»« Pas de tir !» cria-t-il en allemand hésitant. Hans serra sa deuxième grenade. Le sergent abaissa son fusil, le posa même à 3 mètres de lui sur le sol, et leva les 2 mains. « Pas de tir, mon garçon !»« Oui, mon garçon !»« Plus de combat, mon garçon !» Ce mot « mon garçon » frappa Hans plus durement que n'importe quel éclat d'obus. Le sergent sortit une tablette de chocolat enveloppée de papier brun, exagéra un geste de dégustation, l'emballa à nouveau, et la lança. Elle rebondit contre le mur de gravats dans l'air frais du matin. « La tienne n'a pas marché » cria-t-il en souriant. « La nôtre est meilleure. Rends-toi » Hans regarda le chocolat. Sa main était toujours crispée sur la seconde grenade. Le fusil du sergent était encore au sol. Les Américains avaient abaissé leurs armes. Pourquoi du chocolat? Pourquoi ne pas me tirer dessus? Son estomac gargouilla. Cela faisait 3 ans qu'il n'avait pas mangé de vrai chocolat. La dernière fois, c'était pour ses 14 ans, un minuscule morceau que sa mère avait caché pendant des mois. Le souvenir de cette douceur l'avait maintenu en vie durant d'innombrables rations grises. Le sergent souriait toujours. Il n'avançait pas. Il attendait seulement que Hans fasse son choix. Hans ramassa le chocolat. Il l'ouvrit. L'odeur le frappa comme une force physique. Du cacao riche, du vrai sucre, l'odeur d'un monde qui vivait encore dans l'abondance. Sa bouche se remplit de salive. S'il mange, il se rend. S'il lance la seconde grenade, pourquoi se bat-il encore? Klaus est mort. Heinrich est mort. L'Allemagne est morte. On se battait pour des discours, des mensonges et des grenades défectueuses. Hans prit une bouchée. Après des années de privation, la douceur explosa sur sa langue avec une telle intensité qu'il dut fermer les yeux. Le chocolat fondit, tapissant sa bouche d'une richesse dont il avait oublié jusqu'à l'existence. Ses yeux se remplirent de larmes, pas seulement à cause de la faim, mais à cause de cette prise de conscience soudaine et écrasante que le monde contenait encore des choses qui méritaient d'être goûtées, d'être vécues. Il se leva lentement. Dans sa main gauche, la seconde grenade. Dans sa main droite, le chocolat. Les Américains se tendirent, mais aucun ne leva son arme. Hans ne lança pas la grenade. Il ouvrit simplement les doigts et la laissa tomber. Puis il leva les 2 mains. Le chocolat était encore serré dans son poing droit. Et il se mit à rire. Ce n'était pas un rire hystérique. Mais celui qui n'est qu'en quelque chose de profondément absurde et pourtant terriblement réel se révèle après des années de mensonges. Le rire d'un garçon de 17 ans qui venait de comprendre qu'on lui avait menti sur tout, qui était encore en vie, et qui avait du chocolat dans la bouche. Le sergent se mit à rire aussi. Les mains toujours bien visibles, il s'avança lentement. « Non » demanda-t-il dans un allemand exécrable. « Hans Weber. Moi, sergent Michael Torres. Quel âge? 17 ans. » Torres hocha la tête, marmonna quelque chose de triste. Le soldat noir, Johnson, s'avança avec une gourde. « De l'eau » dit-il dans un allemand étonnamment bon. Juste de l'eau propre. Hans but. L'eau avait un goût métallique, mais elle était froide et Les autres seaux? Demanda Torres. Ton unité? Hans montra la ferme. 2 garçons comme moi. Appelle-les. Personne ne sera blessé. Personne ne sera blessé. Ces mots allaient à l'encontre de tout ce que Hans croyait comprendre du monde.
Friedrich et Peter sortirent des ruines, les mains en l'air, le visage blême de terreur. Johnson leur tendit une gourde et du chocolat. Peter le prit aussitôt. Friedrich refusa jusqu'à ce que son ventre gargouille, puis, les mains tremblantes et les larmes aux yeux, il s'en saisit à son tour. Un officier américain arriva, le capitaine Warren. Il parlait un allemand parfaitement fluide. Il s'assit sur un tas de gravats et alluma une cigarette. Il en tendit une à Hans. « Depuis combien de temps tu te bats ?»« 6 mois. »« Mon Dieu !» Warren regarda Torres. « Vous êtes des enfants. Nous, on ne fait pas la guerre aux enfants. »« Je voulais pourtant lancer une grenade, » répondit Hans. Torres sourit. « Oui, joli tir. Mauvaise grenade. » Il la sortit de sa poche et la lança à Warren. Souvenir, Warren l'examina. Probablement saboté. Garde-la. Un rappel que le destin a parfois de l'humour. Hans serra dans sa main la grenade qui n'avait pas explosé. Warren expliqua ensuite ce qui allait se passer. Un camion jusqu'à un point de rassemblement. Puis un camp. Des lettres autorisées si possible. 3 repas par jour. 3 repas? La voix de Peter se brisa. 3 repas? Oui, confirma Warren. On nourrit nos prisonniers. Convention de Genève. Ils firent monter les garçons dans un camion. Torres grimpa derrière eux et s'assit en face de Hans. « Tu sais ce que tu aurais dû faire ?» Il avait gardé le chocolat, plaisanta-t-il, et lui rendit la grenade. Hans le fixa. Torres éclata de rire. « Je plaisante. Ne lance plus jamais rien. La guerre est finie pour toi. Tu as gagné. »« Gagné ? Oui. Tu t'es rendu. Tu vis encore. Voilà ce que c'est. Gagner. » Le sourire de Torres s'effaça. « Crois-moi, mon garçon, la seule vraie victoire, c'est de rester en vie. » Le camion s'ébranla vers l'ouest, s'éloignant dans un fracas de tout ce qu'on avait appris à Hans à haïr. La nôtre ne marchait pas. La leur était meilleure. Peut-être que c'est tout ce que tu as besoin de savoir pour comprendre qui avait raison. Le camp de prisonniers n'était pas ce que Hans imaginait. Le camp Grubé, en Oklahoma, n'était pas un lieu de torture. Les baraquements étaient bondés, la nourriture simple, mais personne ne coupait de doigts. Personne ne frappait parce qu'on parlait allemand. On les traitait comme des hommes destinés à être libérés. L'officier parla en allemand. Vous resterez ici jusqu'à votre rapatriement. Vous travaillerez et serez payé. Vous recevrez des soins médicaux. Vous suivrez des cours. Des questions? Vous avez le choix. Hans avait passé 6 mois à obéir à des ordres. Avoir de nouveau des choix lui donnait le vertige. La nourriture était simple mais abondante. Hans prit 2 kilos la première semaine. On leur donna des travaux. Planter des pommes de terre, réparer des clôtures. Un des gardes, E.R. Davis, apporta un jour une radio et mit de la musique. Du jazz, du swing. Cette musique que les chefs des jeunesses hitlériennes appelaient la musique dégénérée des Noirs. Pour Hans, c'était le son le plus vivant, le plus énergique, le plus joyeux qu'il ait jamais entendu. Il se surprit à battre le rythme du pied. Friedrich le remarqua, sourit et fit la même chose. À la 3e semaine, la moitié du baraquement fredonnait déjà du jazz américain. Les cours commencèrent en juin. L'instructeur, M. Patterson, ouvrit avec une question. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle perdu la guerre? Un garçon répondit. Parce que l'Amérique et la Russie avaient plus de chars, plus d'avions. Et pourquoi en avait-il plus? Demanda Patterson. Hans leva la main. On nous disait que nous gagnions, mais ce n'était pas vrai. Patterson hocha la tête. On vous a menti. Vos dirigeants ne pouvaient pas vous dire que la guerre était perdue. Sinon, pourquoi vous battriez-vous? Il écrivit au tableau. Quand la vérité est insupportable, les hommes croient aux mensonges. Puis il déclara. Et maintenant, la vraie question. Sur quoi d'autre vous a-t-on menti? Personne ne répondit. Patterson déroula une carte de l'Europe. Il montra des lieux, des camps, des centres d'extermination, les endroits où des millions de personnes furent assassinées systématiquement. Juifs, Roms, Slaves, handicapés. Vos dirigeants vous ont-ils parlé de cela? Ils parlaient de camps de travail, murmura quelqu'un. Mensonge de relocalisation. Patterson ouvrit un dossier. Il sortit des photographies et les distribua. Hans regarda l'image qu'il tenait entre ses mains et pensa, j'aurais aimé ne pas regarder. Des cadavres, des montagnes de cadavres, des silhouettes squelettiques derrière des barbelés, des fosses communes, des chaussures d'enfants entassées comme des pierres. Des visages émaciés le regardaient à travers le temps. Il l'accusait, le suppliait, lui demandait pourquoi. Buchenwald dit doucement Patterson.
libéré par les forces américaines en avril. Dachau, Bergen-Belsen, Auschwitz. Je ne vous montre pas cela pour vous rendre coupable. Vous étiez des enfants. Mais vous devez savoir ce qui a été fait en votre nom. Hans fixa la photo jusqu'à ce que sa vue se trouble. Ses mains tremblaient. Le chocolat qu'il avait mangé ce jour d'avril lui pesa soudain dans l'estomac. Combien de ces personnes auraient seulement rêvé d'une seule bouchée de chocolat, d'une gorgée d'eau propre? Nous avons fait cela. Pas lui personnellement, mais l'Allemagne, le Reich pour lequel il était prêt à mourir. Klaus et Heinrich étaient morts pour défendre cela. Pourquoi nous montrez-vous ça? Demanda Hans d'une voix à peine audible. Parce que tu dois comprendre de quoi tu faisais partie, répondit Patterson. Pas avec cruauté, avec lucidité. C'est pour cela que tu rentreras chez toi en connaissant la vérité. C'est pour cela que tu construiras quelque chose de différent. La salle était plongée dans un silence stupéfait. Hans regarda de nouveau la photo. Il y reconnut les visages de voisins, des parents de camarades de classe, le boulanger qui donnait parfois du pain en plus quand sa mère était malade, des êtres humains, poursuivit Patterson d'une voix calme mais lourde de vérité. Des êtres humains que l'on a tués pendant que vous appreniez à lancer des grenades et à croire à la supériorité allemande. Il marqua une pause. Certains parmi vous pensent que ces images font partie d'une propagande américaine destinée à vous briser l'esprit. Je comprends cette tentation. C'est plus facile que d'accepter la vérité. Mais nous avons des milliers de photographies, des heures de films, les témoignages de survivants, de gardiens, d'habitants des villes voisines de ces camps. Des preuves matérielles irréfutables. Il marqua une pause, laissant les mots s'imprimer. Votre génération n'a pas créé cela. Les décisions ont été prises par des hommes aujourd'hui morts ou en train d'être jugés. Mais votre génération devra en porter les conséquences. Vous retournerez dans un pays détruit, dans un pays qui devra faire face à ce qu'il est devenu. La question n'est pas de savoir si vous êtes coupable. Vous étiez des enfants. La vraie question est, que ferez-vous de ce savoir? Hans sentit Friedrich trembler à côté de lui. Au fond de la salle, Peter avait enfoui son visage dans ses mains. Des garçons qui chantaient encore des chants des jeunesses hitlériennes, quelques semaines plus tôt, pleuraient maintenant ouvertement. Les cours continuèrent. Patterson ne présentait pas l'Amérique comme parfaite. Il parlait de l'esclavage, des échecs, des injustices. Mais il revenait toujours à une idée centrale. Les sociétés démocratiques peuvent se réformer. Les sociétés totalitaires ne peuvent que s'effondrer. Hans assista à chaque cours. Il prenait des notes. Il débattait. Il posait des questions. Et Patterson encourageait les questions. Personne n'était puni pour avoir exprimé un désaccord. C'était cela, la liberté. Choisir ce que l'on pense. Se tromper sans mourir. En août, Hans discutait encore avec des prisonniers qui défendaient toujours le Reich. Nous étions grands. Nous avions la discipline, l'ordre, un idéal, disait l'un d'eux. Nous avions des mensonges, des cadavres et des grenades défectueuses, répondit Hans calmement. J'en ai lancé une sur les Américains. Elle n'a pas explosé. Ils m'ont lancé du chocolat. Ça dit tout sur lequel des deux camps était vraiment grand. Les paroles de Torres résonnaient encore en lui. La seule victoire, c'est de rester en vie. Dans les mois qui suivirent, Hans se porta volontaire pour chaque corvée, suivit tous les cours, apprit l'anglais. Davis lui apprit le baseball. Il lui parlait de sa femme et de sa fille en Géorgie. Quand tu rentreras chez toi, tu diras aux gens qu'on t'a bien traité. Demanda Davis. Ils me croiront? Davis haussa les épaules. Probablement pas, mais dis-le quand même. La vérité met du temps à s'infiltrer, comme l'eau, pas comme le feu. Elle use lentement les mensonges. À Noël, Hans enseignait l'anglais aux autres prisonniers. En mars, il servait déjà d'interprète pour les gardes. Le commandant du camp, le colonel Hughes, lui proposa un poste. Reste comme traducteur jusqu'au rapatriement complet des prisonniers. Salaire plus élevé. Meilleur logement. Hans accepta. En avril 1946, un an après la grenade, un ancien soldat de la Wehrmacht cracha aux pieds de Hans. « Traître, tu travailles pour l'ennemi. » Hans le regarda calmement. « L'ennemi m'a nourri, éduqué, traité comme un être humain. Et nos dirigeants, eux, qu'ont-ils fait? Ils m'ont nourri de mensonges et envoyé à la mort. L'Allemagne renaîtra, cria l'homme. L'Allemagne se reconstruira, corrigea Hans. Renaître en répétant les mêmes erreurs, ce n'est pas renaître. Après l'incident, le colonel Hughes vint lui parler. Tu entendras souvent ce genre de choses quand tu rentreras. Diras-tu toujours la vérité? Hans pensa à Torres, au chocolat, à la fille de Davis, aux photos de Patterson. Oui, quelqu'un doit être l'eau.
Septembre 1946. Hans rentra en Allemagne. Son père avait survécu de justesse. Ils se retrouvèrent dans les ruines de leur immeuble. Son père le regarda longuement, puis l'enlaça avec toute la peur, la peine et l'espérance désespérée accumulées pendant 2 ans. « Tu es vivant » murmura-t-il. J'en étais presque sûr. « Je suis vivant » répondit Hans. « Et j'ai beaucoup de choses à te dire. Des choses que tu dois entendre. » Ils s'assirent dans ce qu'il restait de leur appartement. 3 murs et un morceau de plafond. Hans lui raconta tout. La grenade, le chocolat, le camp de Grubé, les photos de Patterson. Son père écouta sans l'interrompre. Son visage vieillissait à chaque mot. Hans trouva ensuite un emploi comme traducteur pour les forces d'occupation alliées. Les Allemands le regardaient avec méfiance. « Tu travailles pour l'occupant ? Je travaille pour la nourriture et pour la reconstruction. La guerre est finie. Il est temps d'avancer. » Il assista au procès. Il entendit des témoignages qui le rendaient malade. Il vit les preuves qui confirmaient tout ce que Patterson lui avait montré. Il se mit à parler dans des groupes de jeunes. « J'avais 17 ans. J'ai lancé une grenade sur des soldats américains. Elle n'a pas explosé. Ils m'ont lancé du chocolat. Ce moment m'a appris plus que 6 mois de propagande. » Certains l'écoutaient avec hostilité. Mais un jour, un jeune s'approcha de lui. « Mon père parle des jours de gloire. J'avais besoin d'entendre ça. » Hans continua à parler. Il entra à l'université, étudia les sciences politiques, devint enseignant. Il n'adoucissait jamais l'histoire. Il parlait de la propagande, des mensonges, des camps, de l'horreur. Un élève lui demanda un jour « Pourquoi vous êtes-vous battu pour eux ?» Parce que j'étais jeune, j'avais peur et je voulais croire que l'Allemagne était grande. Croire cela était plus facile que d'accepter que nous mourions pour rien. Sur son bureau, Hans gardait toujours 2 objets. La grenade qui n'avait pas explosé, et un emballage de chocolat RCS. Les élèves lui posaient des questions. Il racontait encore et encore la même histoire. Chaque récit était un petit acte de résistance contre l'oubli, contre les mythes réconfortants que les nations se fabriquent sur leur passé. Puis, en 1985, 40 ans après la guerre, Hans reçut une lettre de Géorgie. « Cher Monsieur Weber, vous ne vous souvenez peut-être pas de moi. Soldat James Davis, camp Grubé, 1945. Je vous ai appris le baseball. J'ai récemment lu votre livre. Je voulais que vous sachiez que vous avoir enseigné fait partie des moments les plus importants de mon service. L'armée organise une rencontre entre anciens gardiens et anciens prisonniers à Francfort en mai 1986. Cela vous intéresserait-il? J'aimerais beaucoup vous revoir. Respectueusement, James Davis. Hans répondit immédiatement. Je serai présent. Mais avant ces retrouvailles, il apprit une nouvelle qui changea tout. Le sergent Torres était mort en Corée en 1951. L'homme qui avait choisi le chocolat plutôt que la balle, qui avait vu un enfant plutôt qu'un ennemi, n'était jamais rentré chez lui pour voir la paix qu'il avait contribué à bâtir. Hans emporta ce chagrin avec lui à Francfort. Mais 1986, Francfort, une salle de conférence d'hôtel remplie de vieillards maladroits, certains portant des casquettes de la Légion américaine, d'autres en civil, serrant des mains avec hésitation. Des décennies de paix n'avaient pas effacé complètement la mémoire de la guerre. Hans aperçut Davis de l'autre côté de la salle. Cheveux blancs, plus corpulents, mais avec le même sourire chaleureux. Ils s'embrassèrent comme de vieux amis. « Tu as vieilli » rit Davis. « Et toi, tu as grossi » répondit Hans. Ils échangèrent des photos. La fille de Davis avait maintenant 41 ans et des enfants. Hans avait consacré sa vie à l'enseignement de centaines d'élèves. « As-tu jamais su ce qu'était devenu le sergent Torres ?» demanda Hans. Le visage de Davis s'assombrit. Il est mort en Corée en 1951. Je voulais le remercier. Tu l'as fait. En vivant bien. Tu es exactement ce qu'il espérait. La preuve que choisir la compassion plutôt que la cruauté peut changer le monde, une personne à la fois. La conférence organisa un panel. On demanda à Hans de prendre la parole. Il se tint au pupitre et regarda les visages représentant les 2 anciens camps de la guerre. « J'ai 60 ans. Tout a commencé il y a 41 ans. J'avais 17 ans et j'essayais de tuer des soldats américains. Le sergent Michael Torres aurait pu me tuer. Il en avait tous les droits légaux et militaires. À la place, il me lança une barre de chocolat et plaisanta. La pièce resta silencieuse. Choisir le chocolat plutôt que la balle changea toute ma vie. Je suis rentré chez moi et je suis devenu professeur parce que je voulais que les jeunes apprennent ce que j'avais appris, que l'humanité peut survivre même en temps de guerre, que les ennemis peuvent devenir des amis.
La plus grande victoire est celle où tout le monde survit. Hans sortit alors quelque chose de sa poche. La grenade défectueuse. 41 ans plus tard, il l'avait conservée comme un rappel. Parfois, vos armes ne fonctionnent pas, et c'est la meilleure chose qui puisse arriver, car cela vous oblige à trouver une autre voie. Il la leva. L'Allemagne et l'Amérique étaient ennemis. Aujourd'hui, nous sommes alliés. Et cela, c'est grâce à des hommes comme le sergent Torres, assez nombreux pour choisir la compassion plutôt que la cruauté. Ils ont choisi de voir un enfant plutôt qu'un ennemi. Ils ont choisi le chocolat plutôt que les grenades. Hans posa la grenade sur le pupitre. Je ne peux plus remercier le sergent Torres aujourd'hui, mais je peux vous remercier tous, vous qui avez fait le même choix. Merci de nous avoir traités comme des êtres humains. Merci de nous avoir appris que la démocratie n'est pas une faiblesse, mais une force. Merci d'avoir lancé du chocolat quand vous auriez pu tirer. Les applaudissements commencèrent doucement, puis s'amplifièrent. Davis pleurait. Hans pleurait. La moitié de la salle pleurait. De vieux hommes se souvenaient de leur jeunesse. Le monde était en flammes, et quelqu'un avait choisi la bonté. Après la table ronde, Hans parla avec d'autres anciens prisonniers. Tous avaient des histoires semblables, des moments inattendus de compassion qui avaient brisé la propagande. Un infirmier américain qui avait sauvé un soldat allemand sous le feu. Un gardien qui faisait passer en cachette de la nourriture supplémentaire aux prisonniers affamés. Un capitaine qui avait ramené un jeune soldat auprès de sa mère mourante. De petites compassions qui avaient prouvé être plus grandes que les grandes idéologies. Un ancien prisonnier, aujourd'hui juge réputé à Hambourg, serra la main de Hans. J'étais à Remagen lors de la reddition. Je tremblais et un lieutenant américain m'a donné son propre manteau. Je ne l'ai jamais oublié. C'est pour cela que j'ai consacré ma carrière à la justice. Pas la version déformée qu'on nous enseignait, mais la vraie. Un autre homme, lui aussi devenu enseignant comme Hans, ajouta « Je dis ceci à mes élèves, ne jugez pas une nation par sa propagande, mais par la manière dont elle traite ceux qu'elle a vaincus. L'Amérique nous a vaincus, puis elle nous a nourris, éduqués et aidés à reconstruire. Voilà la force qui mérite le respect. » Les années passèrent. Hans continua d'enseigner. En 1989, le mur de Berlin tomba. Hans regarda cette scène symbolique en pleurant. L'Est rejoignait l'Ouest. Les anciens ennemis devenaient une famille. 50 ans après la fin de la guerre, en 1995, il donna son dernier cours. La salle était comble. Anciens élèves, collègues, journalistes et même quelques vétérans américains qui avaient entendu parler de son histoire 50 ans plus tôt. Hans déclara « J'étais un enfant qui croyait aux mensonges parce que je voulais faire partie de quelque chose de grand. J'ai appris à mes dépens que la grandeur ne se mesure pas aux conquêtes ni aux idéologies, mais à la manière dont nous traitons ceux qui sont à notre merci. Le sergent Torres m'a laissé à la merci de sa compassion. Il a choisi la compassion. Voilà ce qu'est la grandeur. » En 2015, Hans avait 87 ans et sa santé déclinait. Une école locale lui demanda de venir parler une dernière fois. Il était désormais en fauteuil roulant. Sa voix était faible, mais son esprit restait vif. Les élèves avaient 16 ou 17 ans, l'âge qu'il avait lorsqu'il avait lancé la grenade. Une jeune fille lui demanda « Pensez-vous que les êtres humains sont fondamentalement bons ou mauvais ?» Hans résuma 70 ans de réflexion en une seule réponse. « Je pense que les êtres humains sont capables d'une immense cruauté comme d'une immense bonté. La différence réside dans les choix que nous faisons et dans ce que l'on nous apprend à choisir. On m'a appris à haïr, à voir les Américains comme des monstres. Mais quand je les ai rencontrés, ils ont choisi la bonté. Ce choix m'a sauvé la vie et a changé ma vision du monde. » Il sourit aux élèves. « On vous enseignera beaucoup de choses, certaines vraies, d'autres fausses. Mon conseil est le suivant. Jugez les gens par leurs actes, pas par ce qu'on vous dit d'eux. Et si un jour vous devez choisir entre lancer une grenade ou lancer du chocolat ?» Il s'interrompit. « Choisissez le chocolat. Toujours le chocolat. » Hans Weber s'éteignit paisiblement dans son sommeil en février 2016. À ses funérailles assistèrent d'anciens élèves, des collègues et 3 vétérans américains venus rendre hommage depuis les États-Unis. Sur sa tombe, ils déposèrent des chocolats, une tradition qu'ils avaient inventée là-bas, symbole de sa seconde vie. Lors de la cérémonie, un vétéran déclara « Hans Weber nous a appris une chose essentielle. Les ennemis que nous créons dans la guerre ne sont pas condamnés à rester ennemis pour toujours. La compassion est plus forte que la victoire. Et lancer du chocolat plutôt qu'une grenade peut résonner à travers les générations. La grenade défectueuse est aujourd'hui exposée dans un musée avec l'étiquette « Grenade non explosée, avril 1945 ». À côté se trouve l'emballage du chocolat Hershey's.
Deux objets nés d'un même instant, celui où quelqu'un a choisi la compassion plutôt que la cruauté et a changé le destin d'une vie. Les visiteurs du musée s'arrêtent souvent devant cette vitrine pour lire le panneau racontant l'histoire. Des parents l'expliquent à leurs enfants. Des vétérans y réfléchissent en silence. Des élèves prennent des photos pour leur projet d'histoire. Les objets eux-mêmes sont ordinaires, une arme défectueuse, un morceau de papier froissé. Mais ensemble, ils racontent une histoire qui dépasse largement leur insignifiance matérielle. La preuve que, même dans nos moments les plus sombres, nous conservons toujours le pouvoir de choisir. Et que parfois, le choix de la compassion crée des répercussions bien plus vastes que n'importe quelle arme. Si cette histoire vous a touché, j'en ai des dizaines d'autres dans le même esprit, des récits de guerre et de compassion, où les ennemis deviennent des amis et où des instants changent le cours de l'histoire. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Hans Weber lança une grenade à ses ennemis et lui lancèrent du chocolat. Il passa ensuite 70 ans de sa vie à apprendre aux autres à choisir le chocolat. Au final, c'était la seule victoire qui comptait. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez apprécié chaque moment et appris quelque chose de précieux. À très bientôt pour la prochaine histoire.